largement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids de paiement. Question financière dans un premier À temps. votre avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Comment freiner les excès de l'industrie agroalimentaire? C'est le thème du débat et j'ai le plaisir d'accueillir Karine Jacquemart. Bonjour Karine. Bonjour. On va parler de votre livre juste après. Vous êtes directrice générale de Foodwatch. À vos côtés, Michael Jacquemin. Bonjour Michael. Bonjour Jean-Paul. On se connaît depuis des années, Michael. Tu es agriculteur dans la Marne avec notamment du blé tendre. Tendre, Mais pour de- le pain, entre autres. Et de l'élevage aussi en même temps. À ma droite, Sandrine Doppler. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on va dire. Bonsoir, ouais. Alors, on dit pas experte en transition, on dit consultante en stratégie. Alimentaire. Ouais. Alimentaire, Ouais, voilà. Je m'occupe de stratégie, on va dire. Exactement. Et Yves, bonjour Yves Desfontaines. Bonjour Jean-Paul. Tu es fondateur de... Notre pain demain. Et vous faites quoi à notre Et alors pain de main? Je conseille les entreprises en transition agroécologique pour effectivement faire un pain d'exception. Les dangers de l'alimentation, ça paraîtra le 5 mars et je vous conseille vraiment de le lire. Et on a la chance parce qu'on a l'un des tout premiers exemplaires. Donc ça paraît aux éditions Payot. Pourquoi, Karine, alors que votre métier au sein de Foodwatch, c'est de dénoncer tout ce que l'industrie agroalimentaire, notamment, fait de mal, pourquoi il fallait faire un livre en plus? L'objectif du livre, c'était deux choses. D'une part, c'est de sortir des campagnes, un coup pour faire interdire l'aspartame, un coup contre les pesticides, un coup, mais pour vraiment expliquer, décrypter, informer sur en fait le système dans sa globalité et témoigner aussi de aujourd'hui quasiment 10 ans avec Foodwatch, 10 ans aussi de rendez-vous dans des ministères, 10 ans face à des lobbies et donc des exemples concrets de ce système agroalimentaire qui en fait détruit le vivant, qui crée de la précarité alimentaire et qui ne permet pas ce qui est un droit fondamental, l'accès à une alimentation saine, digne, durable, abordable. Et le deuxième objectif, c'est aussi de donner de l'espoir aux gens. Moi, je veux vraiment redire aux gens, et c'est ce qu'on retrouve dans la troisième partie, sur l'alimentation, mais même au-delà. On n'est pas obligé d'accepter l'inacceptable. On n'est pas obligé d'accepter ce système qui est finalement destructeur pour le profit de quelques-uns. On peut se mobiliser. Foodwatch le prouve tous les jours, mais aussi avec beaucoup d'autres partenaires de la société civile. Mais chaque mobilisation, qu'elle soit à l'échelle individuelle, collective, locale, nationale, européenne, tout marche en fait pour dire on veut une société plus juste, plus durable. Et moi, je suis convaincue que l'alimentation, qui est à la croisée des enjeux sociaux, environnementaux, économiques, peut permettre ça. Et je veux qu'on réconcilie collectivement agriculteurs, agricultrices et mangeurs, mangeuses, production alimentaire adaptée, adéquate, de qualité et environnement, et qu'on arrête d'opposer et cette politique du diviser pour mieux régner qui, encore une fois, ne profite qu'à quelques-uns. Donc stop, on peut remettre ce système à l'endroit. C'est un appel à l'espoir et un appel à agir collectivement. Alors, le thème du débat, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Comment un cordon bleu, quand on le décompose dans les différentes substances, produits qu'il y a à l'intérieur, on se retrouve avec quelque chose qu'on ne mangerait pas séparément. Comment on est arrivé à avoir une agroalimentaire aussi transformatrice? En fait, ce qu'on voit, c'est surtout une évolution qui est basée sur les profits et le tout dans l'opacité. Donc, je rappelle que au plus fort de l'inflation alimentaire, quand il y avait plus de 20% d'augmentation des prix alimentaires et qu'on voyait sur les plateaux télé les dirigeants de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire se renvoyer la balle et dire « Ah, mais moi, je profite pas de l'inflation », en fait, Foodwatch a enquêté et publié les résultats de cette enquête et on a démontré que les deux profiter de l'inflation sur le dos des gens qui n'arrivent plus à se nourrir. Et on exige du coup depuis 1 an et demi le strict minimum, me semble-t-il, qui est de la transparence sur les marges par produit. C'est-à-dire, s'ils n'ont rien à se reprocher, s'ils ne profitent pas, moi, évidemment, je comprends qu'ils fassent des profits. C'est une logique économique. Pourquoi pas? Mais jamais au détriment de la santé publique et du droit fondamental de l'accès à une alimentation. Et on a encore démontré mi-janvier, vous pouvez retrouver toutes les actions et pétitions sur foodwatch.fr, on a lancé une enquête sur 400 produits, on a redémontré que les produits les moins chers sont plus sucrés que les produits les plus chers. Et c'est aussi la grande distribution qui est responsable de cela. Donc en fait, il faut remettre les responsabilités où elles sont. L'industrie agroalimentaire,
la grande distribution sont responsables de ce marché qui crée de la précarité et saccage la biodiversité et ne permet pas aux agriculteurs, aux agricultrices de vivre dignement de leur travail. Sandrine, tu les connais bien, ces acteurs de l'agroalimentaire. Ils sont en transition ou ils sont immobiles? Moi, je dirais qu'ils sont en transition, mais ils sont peut-être pas à la transition où est-ce qu'ils devraient être. Ils devraient être dans l'innovation, dans avoir une vision, dans vraiment accompagner le consommateur. Et en fin de compte, et je les mettrai pas tous dans le même sac, évidemment. Pour moi, ils sont plutôt dans comment je vais pouvoir gagner, comme le disait très justement Karine, un petit peu plus d'argent par-ci, par-là, et en essayant de cacher les choses. Le problème, c'est que maintenant, le consommateur, je crois qu'ils ne se sont pas rendus compte, un peu des fois comme les politiques, c'est que maintenant, on arrive à déterrer les loups. Karine en déterre assez longuement sur les histoires du sucre, sur ces choses-là. Et on en parlait tout à l'heure en aparté. Tout à l'heure, je t'expliquais la guerre des sodas. Moi, je travaille sur la guerre des sodas. On pourra en reparler après. Et je disais, mais ils n'ont pas été te dire, ah mais non, l'étude machin ou l'étude truc-muche. Ils te disent, ok, toi, tu me taxes sur le soda, mon gars. Moi, ça me fait plus d'impôts. Donc, moi, il y aura moins de travail. Donc, moi, je vais licencier des gens. Donc, ils vont toucher, en fin de compte, je dirais, le politique au moment du cœur. C'est-à-dire qu'ils vont lui dire, oh là là, sur ton territoire, tu vas perdre de l'argent. Au lieu de s'emparer d'un discours dont ils pourraient s'emparer, non, eux, en fin de compte, ils mènent la guerre de l'information. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des contrepoids. Karine en est la preuve. Avec d'autres associations, il y a des contrepoids, en fin de compte, qui existent. Et en fin de compte, ce qu'il faut, si on veut les faire changer, si on veut répondre à la question, il faut qu'on gagne cette guerre de l'information. Il faut que le consommateur gagne la guerre de l'information. Il faut que les leviers, les autres leviers, au niveau européen surtout, gagnent cette guerre de l'information. Et là, effectivement, il y aura un changement. Je t'expliquais comment en Italie, ils avaient fait la guerre au Nutri-Score. En fin de compte, c'est les industriels qui ont été défendre les artisans charcutiers. Mais pourquoi? Parce que s'ils avaient eu cette histoire de Nutri-Score, ça les aurait bien ennuyés dans leur business. Donc en fin de compte, c'est ça. C'est maîtriser les leviers de l'information. Eux les maîtrisent bien. Nous, il faut qu'on les maîtrise mieux. Et il faut qu'on travaille avec eux. En vérité, il faut qu'on travaille avec eux. Ouais, mais le Covid, l'après-Covid a montré que le consommateur, faut pas espérer beaucoup. Alors ça, vraiment, c'est une logique de diversion de la part des lobbies et de l'industrie et des responsables politiques qui ne veulent pas agir. On entend souvent, c'est la responsabilité des consommateurs. C'est-à-dire, en gros, c'est eux qui veulent manger pas cher, donc c'est leur faute. Mais pas du tout. En fait, et là aussi, il faut arrêter d'opposer les producteurs, productrices avec les consommateurs, consommatrices. En fait, les 5 plus grandes enseignes de la grande distribution contrôlent 80% du marché. Ça veut dire que c'est eux qui sont responsables, c'est pas les consommateurs. Quand ils prétendent être les alliés des consommateurs en disant « Vous inquiétez pas, on va vous mettre des produits pas chers », sauf qu'ils ont un coût phénoménal sur l'environnement, sur la santé, sur le pouvoir d'achat, en créant de la précarité. On l'a prouvé encore une fois, les produits les moins chers sont plus sucrés. Ils orchestrent un marché à double vitesse pour leur profit. Ceux qui ont les moyens ont accès à une alimentation plus saine. Ceux qui n'ont pas les moyens sont condamnés à du jambon avec des additifs nitrés et en blocage d'une loi pour les interdire et avec des produits moins chers, plus sucrés. Ça n'est pas la responsabilité des consommateurs. Chacun a sa responsabilité, bien sûr. Mais quand vous n'avez pas accès à l'information, que vous avez de la désinformation sur tous les produits. Je rappelle que Foodwatch a une campagne qu'on appelle arnaque sur l'étiquette. Il suffit de se pencher pour en trouver dans les rayons. Quand vous avez de l'opacité sur les marges et qu'on vous raconte que, encore une fois, c'est à cause des consommateurs qu'on n'arrive pas à donner un prix juste aux agriculteurs, mais pardon, qu'on remette les responsabilités où elles sont. Donc il y a l'industrie agroalimentaire dans la chaîne, il y a la grande distribution qui fabrique de plus en plus, qui a gagné des parts de marché en plus avec leur marque MDD, marque de distributeur. Et donc, eux sont responsables. Et enfin, l'État, parce que quand on parle de droit fondamental et de santé publique, eh bien, c'est aux autorités publiques de défendre les citoyens, les citoyennes. Mais Karine, vous êtes d'accord avec moi que la pression qu'ils font sur l'État et qu'ils ne positionnent pas sur des éléments de santé, ils les positionnent pas du tout là-dessus, ils les positionnent sur des éléments économiques, fait qu'en fin de compte, c'est souvent perdu d'avance. En fait, c'est ce que je décris dans le chapitre 2. Du coup, je reverse les droits du livre à Foodwatch. Donc, je l'ai juste fait pour informer les gens et dénoncer ces pratiques. Dans le chapitre 2, je décris plusieurs stratégies des lobbies. Et j'ai déjà parlé de la stratégie de diversion, mais il y a aussi cette stratégie de chantage à l'emploi. On l'a même vu encore sur les PFAS avec Seb et les ustensiles de cuisine. Oui, mais c'est vrai il faut sur expliquer, l'alimentation. c'est-à-dire qu'effectivement, la loi sur les PFAS devait aussi concerner au premier chef les poêles Tefal notamment et toutes les poêles avec le revêtement avec les polluants éternels. Et il y a eu une manif de la part des syndicats, donc c'est même pas l'entreprise, c'est les syndicats, de façon à ce que ce soit exclu
du champ de la loi. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien évidemment, personne ici n'est idiot. Bien évidemment qu'il faut accompagner les agriculteurs, les agricultrices pour les faire sortir de ce système verrouillé, biberonné aux pesticides. Bien évidemment qu'il faut accompagner économiquement les entreprises dans des changements. Mais quand je vois du chantage à l'emploi et quand je vois l'inaction du gouvernement qui refuse d'interdire, par exemple, les additifs à base de nitrite et nitrate ou d'interdire le marketing qui cible les enfants Ou la pour taxe les soda. produits trop gras Ou la procédés, taxe soda, comment qu'ils ont combattu. en fait, c'est insupportable et c'est finalement une idéologie de laisser faire les entreprises, même quand c'est au détriment de la santé publique. Et même l'État, le ministère, tout ça, ils jouent un drôle de jeu. Qui a demandé à manger du pain avec de la farine d'insectes? Il y a une loi qui passe ou qui va passer sur le fait qu'on va pouvoir faire de la farine. Oui, mais là, on peut encore dormir tranquille. Je d'insectes. te rassure que sur les insectes, on l'a bien vu. Bon, malheureusement, insectes un petit peu en bout de course. Non, mais quand ça sera en farine, quand ça sera dans le pain mélangé avec de l'autre farine. Moi, j'ai jamais cru. Ça fait 10 ans que j'écris sur le sujet. Je n'y crois pas un instant et pas un insecte. Pourquoi? Parce que sociologiquement, dans les pays latins, on ne mange pas. Quand on le sait. Voilà. Oui, mais alors là, ils vont être obligés C'est de la le dire pour le traçabilité. coup, parce que dedans, il y a des allergènes de type fruits de mer. Ouais, Et donc il y là, aura il va marqué, falloir quand même eux, qu'ils le quelque disent. chose. Ah oui, mais non, là, il faut quand même qu'ils le disent parce que là, il y a des vrais allergènes dans les farines d'insectes. Et on va demander à notre Bien spécialiste sûr, après. il y a un sujet de transparence, mais vraiment, je veux insister, quand il s'agit de santé publique, il y a une réglementation européenne qui est très forte. Celle de L'article la 14 du règlement de 2002, il dit qu'il est normalement interdit de commercialiser des substances potentiellement dangereuses. Pourquoi on a 330 additifs autorisés? Pourquoi on a encore le glyphosate? Pourquoi faut-il se battre pour faire interdire ces substances une à une que l'on retrouve dans notre assiette et qui rendent les gens malades? Donc tu veux dire que c'est pas une barrière en fait la loi. Bah, Et non mais là c'est aussi la même technique, ça coûtera moins cher de la farine d'insectes certainement que de la farine de blé. Donc on ouvre le champ à la substitution. On laisse parler Yves. Ah bah bien sûr. Allez Yves, qu'est-ce que tu en penses de la farine d'insectes dans le pain? Ben pour moi, elle n'a pas lieu d'être, sauf à être. Alors, encore une fois, moi, je suis vraiment pour une transparence totale avec le consommateur et notamment avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui et l'IA qui arrive. Demain, de toute façon, ça sera imparable. Donc là, par exemple, j'ai amené un pain qui vient de Bretagne, de chez Max Leblay, une entreprise qui s'appelle Des Saveurs de Pain dans le Morbihan. C'est quelqu'un qui fait aucun compromis. Et moi, là, le problème que j'ai avec l'artisanat, c'est que quand des gens comme ça défendent un pain avec du blé, ils sont obligés de dire que leur blé est pur. Je sais pas si ça vous parle, mais une farine de blé pur. Il n'y a pas d'améliorant, il n'y a pas d'enzymes rajoutés, il n'y a pas de. Ce sont des blés de population. On est très moderne, c'est-à-dire que là-dedans il y a de la farine, des semences modernes de type Renan. Il y a aussi des blés, des rouges de Bordeaux. On n'est pas. Enfin, ces gens-là sont pas contre l'évolution et les technologies, mais ils l'adaptent pour faire des produits d'exception. Et par rapport à votre question, pour moi c'est la transparence, elle doit être totale. Là, ce garçon, il est en train d'aller jusqu'à mettre le profil nutritionnel du pain. Les glucides, les lipides, etc. La teneur en sel, pour être clair, parce que c'est un sujet aussi le sel. Il met la teneur en fibres. Et puis moi je veux aller encore plus loin, les nutriments, le magnésium, voilà. Et je pense qu'il y a une démarche il faut qu'on valorise en fait tous ces artisans qui font un travail d'exception, qui n'ont pas des équipes marketing. Moi j'étais en marketing avant, je sais ce que c'est. Elles n'ont pas des équipes marketing avec 10 personnes derrière. Ils sont tout travaillé seuls. dans la grande distribution. Tu connais l'autre côté. Oui, j'ai commencé par la grande distrib, ensuite je suis allé dans l'agroalimentaire. Et après, en 2013, n'en pouvant plus, je suis sorti de tout ça, j'ai passé mon CAP boulanger, et puis je suis allé jusqu'aux rencontres de paysans boulangers qui m'ont bouleversé en fait. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à des pains d'exception comme ça. Et donc effectivement, il faut de la transparence, là c'est un sachet par exemple que j'ai fait pour lui. Les gens qui ont un savoir-faire en fait, que ce soit d'ailleurs des agriculteurs ou des semenciers ou avec qui j'ai travaillé ou des boulangers, ils travaillent énormément, ils ont peu de temps, ils ont un savoir-faire, mais ils n'ont pas le temps de le faire savoir. Et donc moi, ma question, c'est aussi comment... Il y a l'agro-industrie, ça, je suis en grosse partie d'accord avec vous, on pourra en reparler. Mais alors, moi, ce qui me dérange, c'est l'artisanat qui, lui, n'a pas les moyens pour communiquer sa différence et justifier du fait qu'il a un produit d'exception qui est parfois 3 centimes plus cher que le concurrent. Et Michael, notre agriculteur, il en pense quoi du devenir de son produit quand il livre du blé et tout ce qui suit derrière? Alors c'est vrai qu'autour de la table, je suis agriculteur, mais je suis aussi consommateur. Et en tant qu'agriculteur, on est très très sensible à cette chaîne de transformation qui est aussi une chaîne de valeur. Et la valeur, il faut qu'elle soit partagée équitablement. Le maître mot, et j'ai l'impression que le fil rouge, c'est la transparence. Tout le monde l'a évoqué là autour de la table. Nous, c'est ce qu'on réclame depuis longtemps. Alors quand on parle de transparence, c'est surtout sur la répartition des marges. Mais il faut aussi qu'on travaille sur la transparence de la composition, de l'origine.
parce qu'on a aussi des attentes sociétales, parce que même si les consommateurs, a priori, certains considèrent qu'ils n'ont pas vraiment d'attentes, ils achètent, quoi, voilà. Et ben, je pense qu'il y a une majorité des consommateurs qui ont des attentes sociétales, et entre autres, ce changement climatique, l'impact CO2, quand on voit de la marchandise qui vient de nulle part, alors qu'on sait la produire chez nous, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc moi, c'est ce qui m'invite à participer à ce type d'événement, pour le dénoncer et surtout remettre en avant le consommateur. Parce que il a quand même la capacité à pouvoir peut-être agir, malgré tout. Mais il faut que les industriels changent aussi un peu de paradigme. Ouais, mais toi, en tant qu'agriculteur qui livre d'approvisionnement, de maillons de l'approvisionnement, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à dire attention, je te vends, mais j'ai envie de savoir quand même ce que tu vas en faire? D'autant plus qu'une marque sur deux de l'agroalimentaire appartient au monde coopératif. Bon, après, ici et là, il y a des coopératives qui font des gros efforts pour recréer du lien justement entre le producteur qui soit identifié et quelques industriels. Moi, je fais partie de Vivesia, ils ont mis en place un programme transition où, c'est encore pas des volumes énormes, mais je pense que l'impulsion, elle est donnée. Et on y met tout dans transition. La partie économique, parce qu'il y a une notion de rentabilité, la partie environnementale, sociétale, le RSE au général. Sandrine, tu voulais prendre la parole? Ouais, moi je voulais juste, avant de vous quitter, et je voulais parler de résilience alimentaire. Moi, pendant des années, j'ai parlé de transition, mais en fait, compte, on n'est plus dans transition. Et moi, ce que j'aime bien quand je vous entends parler, messieurs, moi je viens de la province aussi, c'est de parler ce travail qui doit être fait sur les territoires, avec les acteurs du territoire. Parce qu'en fin de compte, on se voit bien quand on va dans les territoires et que l'alimentation, ça se passe pas à Paris. Enfin, on s'entend pour les bobos branchés dont je fais sûrement partie. C'est qu'en fin de compte, les gens sont demandeurs de produits qui viennent de chez eux, les marques qui marchent le mieux, les magasins qui marchent le mieux en province, c'est des magasins où on arrive à identifier, en fin de compte, d'où vient son aliment. Donc, je suis d'accord avec Karine quand elle dit, bah oui, les consommateurs, ils sont avertis, ils savent, en fin de compte, les consommateurs. Mais c'est vrai qu'on a des vies aussi, d'un autre côté, qui sont très compliquées et qu'effectivement, c'est une alimentation qui est plus facile, l'alimentation industrielle, que de cuisiner, que de tout ça. Donc, c'est un mix de tout ce qui est autour de la table pour que demain, ça aille mieux. C'est un mix de tout ça, à mon avis. Oui, mais surtout, il faut bien réaliser aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix, en fait, quand on donne cette injonction, par exemple, de cuisiner. Et là où vous avez raison, c'est qu'il faut effectivement soutenir davantage les initiatives locales, et il y en a beaucoup. Voilà, j'en ai recensé quelques-unes, mais là encore, c'est juste pour inspirer et dire c'est possible de remettre de la démocratie dans l'assiette, c'est possible de reprendre le pouvoir sur son assiette. Et je pense à des initiatives avec les principes de la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. Je pense à des initiatives d'épicerie solidaire et tout simplement des endroits où non seulement on recrée du lien social, mais on recrée aussi du choix de comment on veut s'alimenter. Encore faut-il qu'il y ait un choix dans la production et dans l'accès, et qu'on n'ait pas un système qui nous oblige à aller dans des supermarchés et de rester dans des déserts alimentaires. Mais ces initiatives-là, elles existent, et il faudrait qu'il y ait davantage d'argent public, moins d'argent public qui viennent soutenir un système qui est délétère, le système agro-industriel tel qu'il est aujourd'hui, et que cet argent public, estimé à au moins 60 milliards d'euros dans une dernière étude qui s'appelle l'injuste prix de l'alimentation, que cet argent public soit davantage mis justement sur des alternatives locales, territoriales, à échelle de citoyens et de citoyennes. Michael. Moi, je voulais témoigner, je suis aussi producteur de pommes de terre sur mon exploitation. Et moi, je suis toujours choqué quand je vends mes pommes de terre, alors pour le coup, à des intermédiaires qui revendent. Enfin, voilà, on fait vivre beaucoup de monde. Et au final, l'industrie pommes de terre, c'est pas très très compliqué en termes d'innovation. On prend la pomme de terre, moi je la vends, elle arrive dans une usine, elle est lavée, conditionnée. Alors le prix, je vous en parle même pas, vous allez être choqués. Mais moi, je parle juste de l'acte commercial. Quand l'acheteur vient chez moi, à aucun moment il goûte la pomme de terre. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il la lave devant moi. Et il me dit c'est beau, elle est belle, elle brille, elle vaut tant. Mais tu veux dire que le goût, ça l'intéresse pas? Pas du tout. Il pose même pas mais ça, les consommateurs, il faut qu'ils s'interrogent un petit peu sur ce qu'on leur propose à la vente. Pourquoi aujourd'hui les pommes de terre sont un peu fades, n'ont pas de goût, mais elles sont belles. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Alors qu'on a des variétés peut-être un peu plus anciennes, peut-être plus rustiques. Et là, pour le coup, faut pas la laver. Mais une pomme de terre, il y a un moment, on la lave, oui, mais c'est pour l'éplucher. Et moi, ça me frustre énormément et ça génère un taux de gaspillage, de freinte, de triage, parce qu'elle n'est pas belle. Mais quand je dis belle, c'est la couleur. Il faut que ma pomme de terre ressemble à un œuf.
Et je suis totalement d'accord, mais là encore, c'est pas la responsabilité du consommateur. Qui gère l'offre, en fait? Et tous les chercheurs aujourd'hui qui regardent le système alimentaire et l'impact sur la santé et l'environnement disent bien que le facteur numéro 1, c'est l'offre alimentaire, c'est l'environnement. Donc, encore une fois, tant qu'on est dans un système verrouillé, qui est biberonné déjà aux intrants, aux pesticides chimiques en amont, mais aussi dans le système alimentaire qui passe par 5 enseignes de supermarchés qui contrôlent 80% du marché et que eux, pour des raisons aussi économiques, veulent en fait un calibrage qui est standardisé et peu importe le goût. Est-ce que les gens ont vraiment le choix? Donc déjà, repartons encore une fois de l'offre et essayons de changer les pratiques et faisons changer les pratiques des engagements des distributeurs de la grande distribution, de l'industrie, mais aussi là encore de l'État. Et commençons par remettre l'équation du prix au milieu. Et je vous invite vraiment à nous aider à se mobiliser pour obtenir la transparence sur les marges et reparlons prix et qualité et accès. Si je peux juste dire quelque chose, excusez-moi de vous couper. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est l'éducation alimentaire. Et je pense que franchement, des fois, au lieu de nous faire de la géométrie en CP, des matières un peu exotiques, on devrait remettre un peu d'éducation alimentaire. Moi, j'accompagne à titre bénévole et je les salue la tablée des chefs qui intervient dans les collèges pour réapprendre aux gens les bons aliments, les bons gestes, les choses comme ça. Je pense que tout ça, c'est vrai tout ce qu'on dit autour du tableau, mais de la table, mais ça passe aussi par de l'éducation alimentaire qui a été perdue totalement. Mais Sandrine, je t'arrête, on a fait des débats ici sur le fait de mettre dans l'enseignement des cours de cuisine. Ça semble quand même assez simple. Ça éviterait le ultra transformé, ça simplifierait tout. Il y a eu des ministres qui sont venus de l'éducation, de l'agriculture. C'est très simple à mettre en place ces cours. Il n'y a pas plus bête. Pourquoi ils le font pas? Ça ne sera jamais suffisant tant que l'offre amène vers des produits ultra transformés à 70% en moyenne dans les supermarchés. Oui, mais tant que l'offre est limitée amène les gens là où ils. Oui, mais vous êtes d'accord qu'il y a un moment, il faut aussi reprendre des bases. Mais je focalise sur l'offre parce que personne ne le fait et qu'on parle d'éducation alimentaire tous les jours. Et je suis d'accord avec vous, pas de méprise. Il faut de l'éducation alimentaire. Il faut aussi revoir la responsabilité des consommateurs et des consommatrices, mais ça restera à la marge tant que le système impose son offre qui est formatée, qui est aujourd'hui déséquilibrée, qui crée de la précarité et des maladies chroniques, et tant que ça, on ne le change pas. Or, on n'en parle jamais. Mais on en parle là, mais il y a aussi le prédiabète qui arrive au niveau mondial. C'est une véritable problématique qui va coûter de l'argent, qui va coûter des vies. Il suffirait de mettre, justement, il y a 2 pays qui l'ont fait, le Danemark et le Japon, des cours de cuisine pour être capable de diminuer cette problématique de prédiabète et d'arriver à équilibrer. Pourquoi les ministères ne le font pas? Pourquoi? Bah écoutez, ça je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait, c'est une des solutions, mais c'est certainement pas la première, en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, aujourd'hui, qu'on a plongé dans la précarité alimentaire, si vous voulez, qui savent très bien qu'il faut manger des fruits et légumes. On leur rappelle 4 fois par jour, mais qui n'ont pas le temps ni les moyens, en fait, d'acheter des fruits et légumes, qui n'ont pas le temps et les moyens d'accéder à une cuisine, qui n'ont pas le temps et les moyens de faire cuire pendant 1 heure un curry parce que ça coûte de l'énergie. Donc, je ne vous dis pas le contraire. Je dis juste que ça ne peut pas être prétendument la réponse à un système alimentaire qui aujourd'hui a vraiment besoin d'être remis à l'endroit. Et juste, et après il faut vraiment que je vous quitte, mais j'aimerais qu'on puisse continuer, Karine, et puis tous ensemble. C'est qu'en fait, on a aussi, comment dire ça, on n'a plus de variété alimentaire. Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez l'offre, mais moi c'est ce que j'appelle la variété. En fait, quand on mange toujours la même chose, et en définitive, ça c'est grave aussi parce que manger, c'est se socialiser, c'est partager, c'est goûter, c'est avoir de l'émotion de manger quelque chose, et ça on l'a plus du tout. On l'a plus du tout, et ça c'est assez inquiétant, on va dire. L'OMS avait sorti un rapport sur le sujet, sur la variété alimentaire. Donc ce que je retiens, c'est qu'il y a un gros problème quand même avec l'agroalimentaire, même si on peut pas tout mettre tout le monde dans le même sac, comme d'habitude. Je retiens qu'il y a un problème avec la grande distribution, avec une offre justement qui est certainement pas qualitative aujourd'hui. Il y a un véritable problème avec le gouvernement, avec l'État, qui peut-être se laisse trop souvent influencer, qui va remettre en cause le Nutri-Score, etc. Mais au final, c'est quand même notre alimentation, ce qui nous constitue, qu'il faut essayer de préserver. Pour ça, il y a une bataille certainement sur le plan de l'information à faire, et c'est ce que vous faites aussi, au travers du livre ou au travers de Foodwatch. Et puis aussi les agriculteurs, moi je pense que vous devez vous intéresser à ce que deviennent vos produits auprès de vos clients. Merci pour d'être venu avec ce pain, et puis surtout, merci à vous. Merci.
plus largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de mémoire. Question financière dans un premier temps. À votre parce que avis, derrière, pourquoi La situation de l'élection du président Macron est assez agricole se prépare